La CAMER n'a rien à voir avec la crise anglophone. La CAMER, c'est de l'incompétence et l'irresponsabilité du propriétaire qui s'appelle l'État. Voilà, c'est même le comité central qui vous dit. Je vous surprends, n'est-ce pas? Le président a sorti des textes pour encore essayer de réparer la situation des mandataires sociaux et des gestionnaires d'entreprises publiques pour leur ouvrir la voie à la productivité, à l'intéressement. Et là, c'est le financier qui vous parle. Une entreprise publique ne veut pas dire une entreprise qui ne fait pas les bénéfices. La plus grande entreprise de transport aérien du monde est publique, Singapore Airlines. La plus grande d'Afrique est publique, elle s'appelle Ethiopian Airlines. La plus grande entreprise dans le domaine de l'électricité au monde est publique. Je peux continuer à vous dire. Et toutes les entreprises que vous entendez privées, même Boeing, sont des entreprises subventionnées par la commande publique de l'État américain. Donc, quand j'entends les gens écrire, même les excellents confrères à vous, qui disent que la solution Camerco, c'est la privatisation, c'est du n'importe quoi. D'abord parce que je le dis haut et fort, je mets quiconque défi de m'apporter le contraire. Il n'y a aucune richesse privée au Cameroun capable d'acheter un avion, un 777 ou un truc. L'investissement est très énorme. Et il faut aussi rappeler à tous ceux qui racontent ce genre de bobards, aux populistes, aux gens, que dans notre économie, jusqu'à la phase actuelle, le plus grand agent économique du Cameroun, c'est l'État du Cameroun. C'est lui qui a les capacités de se substituer à la carence de capitalisme privé national pour agir dans les secteurs qui, peut-être dans 50 ans, dans 10 ans, se trouveront des individus, des particuliers camerounais. C'est ça qui avait expliqué une décision juste à l'époque du président Aïdjo, dont le président Biya était Premier ministre encore, la création de la Société nationale d'investissement. C'est-à-dire l'État intervient dans le secteur concurrentiel en attendant que le capitalisme national soit capable de le suppléer. Il fait donc du portage, comme on dit en finance. Vous comprenez? Il faut avoir le courage de savoir que quelque chose ne marche pas et faire ce qui marche. Il faut remettre en place des structures comme la SNI, une société d'intervention, une agence de prise de participation de l'État et qui gère d'une façon active, dynamique, ses participations. Ce n'est pas le service social. Même le service social, maintenant, dans les pays modernes, on compte sa productivité. Hein. Si vous constatez que vous subventionnez le chômage et que ce que vous appelez les chômeurs ne sont que les gens qui ne veulent pas travailler, vous allez ouvrir un tonneau d'adénaïde pour donner l'argent qui sont les impôts des uns et des autres. Moi, j'ai arrêté de travailler en France quand je me suis rendu compte qu'en fait, je payais plus d'impôts pour nourrir les banlieues de certaines personnes qui n'avaient aucunement envie de travailler. Pendant ce temps, moi, je payais les études à mes fils qui ont fait des brillantes études et tout, mais mon argent allait nourrir tous ceux qui chantaient I Shot de shérif ou bien qui fumaient le départ au paradis. Bon. Et il faut dire la vérité et c'est la vérité qui nous a franchis. Donc, les situations que nous avons ont des raisons qui n'ont rien à voir avec la guerre dans le sud-ouest. C'est vrai, la CDC, mais la CDC battait déjà de l'aile. Parce qu'il ne faut pas faire la confusion entre la situation financière et l'arrêt du travail. L'arrêt du travail, c'est clair, ce sont les événements des entrepreneurs du chaos actuellement. Mais la situation financière, la CDC, je la connais du bout des doigts, elle est antérieure 10 ans au moins avant. La preuve, on avait commencé à amputer la CDC, sa partie de thé a été cédée à Dampulo, on a saucissonné. Donc, l'État doit se réveiller et justement, il y a des politiciens paresseux qui aiment le genre de discours qui consiste à dire que c'est parce qu'il y a des troubles que les entreprises ne marchent pas. C'est faux. C'est faux. Hein. À Camerco, ça n'a rien à voir. Camerco, l'État ne fait pas son job. Il veut avoir une entreprise. En même temps, il ne met pas les moyens pour cette entreprise. Vous ne pouvez pas être une entreprise et ne pas avoir votre instrument d'exploitation. C'est ce qu'on appelle l'objet social. D'accord? Vous avez une compagnie aérienne sans avion. Vous faites quoi, le Kungang? Même réponse. Mettez les gens compétents pour gérer la Sonara. On en créera encore 2 ou 3 Sonara. Celle de Limbe, une à Kribi, une autre demain. Dans le nord, on a trouvé d'énormes gisements de pétrole au Cameroun, dans Ouaza. Vous voyez? Par contre, là, Boko Haram nous retarde parce qu'on a trouvé d'énormes gisements
au Cameroun. Donc, si la Sonara est arrivée à avoir un incendie, sous réserve que les enquêtes nous révèlent si elles donnent des trucs, on sait au minimum que ça veut dire qu'il y avait un problème de sécurité des installations. Et rien que pour ça, ça veut dire qu'il y a un problème de management. Je suis optimiste. Hein. Oui, mais écoutez, ceux qui sont responsables de ces épreuves que nous subissons, ils vont partir. Vous, moi, les jeunes, là, il faut prendre les places. Vous voyez que ça va rester comme ça. Le jeune, là, le caméraman, demain, c'est lui qui va être peut-être directeur de la production de la CRTV. C'est là, je gérer différemment. Celui-là va quitter la diaspora pour rentrer au Cameroun. Lui-même, même dans son église, là, il ne faut pas le filmer. Il a des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le mouvement, lui veut le mouvement. Donc, le problème, c'est qu'une question de vague, de génération. C'est pour ça que je dis qu'il faut s'investir dans l'espérance. Et des hommes talentueux, comme les Christian Pinay-Kokaï, tout ça, c'est un ami. Je crois qu'il est pressé et il s'est mis dans quelque chose qui n'apporte pas une valeur ajoutée au mouvement. Or, il faut aujourd'hui qu'il y ait, même d'une façon non déposée à la préfecture de police, la société des hommes de bonne volonté pour faire bouger les choses. Chacun là où il se trouve. Hein, et que les talentueux l'emportent. Il faut donc expliquer que les élections, par exemple, qui sélectionnent les décideurs politiques, qu'on fasse tout pour que des médiocres ne passent pas entre les filets. Vous comprenez? Et que chaque parti politique s'engage à ne pas présenter des futurs voleurs ou des trucs, parce que on a créé une région qui ne peut pas contenir cette population de voleurs de Konangui. Bon, il va falloir dire que c'est une trop petite région, parce que quelqu'un qui va en prison, ce n'est pas pour qu'il meure. Donc, quand vous mettez les gens en prison, il faut être capable de les entretenir en bonne santé. Hein. Parce que vous devez les rendre à la société. Vous comprenez? Donc, mon tableau n'est pas pessimiste, c'est pour dire simplement que nous avons les capacités, j'en connais, à travers le monde, à l'intérieur même du Cameroun. Mais il y a quelque chose encore. Si vous lisez le libéralisme communautaire du président, on me l'a pris, il était sur la table là. Vous verrez qu'il a mis beaucoup de perspectives. Mais bon, le premier parti d'opposition, le premier parti d'opposition que le président rencontre, c'est l'administration d'abord. Hein. Ceux qui doivent l'accompagner. Voilà. Je ne connais pas que, puisque je l'ai commenté avec ces nouvelles éditions avec mon ami Moué Kombi. On a fait cette conférence pour le présenter. Alors, le président dit des choses extraordinaires qui sont d'une extrême actualité. J'en ai noté. Mais il faut les mettre en application. Et là, on trouve les fonctionnaires, les administrateurs qui font tout pour que ça ne marche pas, pour leurs intérêts personnels. Et ce n'est pas le MSC qui fait que les entreprises publiques ne marchent pas. Hein. Ce sont les gens qui sont nommés et qui nous font croire même qu'ils sont au RDPC alors qu'ils sont même les adversaires du RDPC. Vous comprenez? C'est la révolution culturelle et intellectuelle qu'on doit avoir. Ma mère m'a appris une leçon, elle a reçu de son père. Si j'ai soif, je cherche un bon verre d'eau pour aller boire. À la rigueur, on m'autorise à prendre une bouteille, mais je n'ai pas le droit de prendre même un seau et tout, parce que je dois en laisser aux autres espèces, pas seulement aux humains. Les animaux qui sont dans la nature, que Dieu a laissés, ils doivent boire aussi. Quand vous entendez qu'il y a des inondations ici, c'est parce que certains sont allés construire sur le lit des rivières, des fleuves. L'homme ne peut pas indéfiniment se moquer de la nature. Si tu détruis la nature te détruit. C'est une Achebe qui l'a dit. If you destroy country, the country will destroy you. Donc, nous sommes devant cette situation. Ça devient même... je suis en train de prêcher là. Parce que l'espace politique est occupé par des catégories de gens. Vous avez les impresarios, ils sont les plus nombreux là. Je ne donne pas les noms. Là. Vous avez les aboyeurs, ils sont à la télé tous les jours. Et il y en a un, je leur demande, mais vous n'avez pas le temps de rester chez vous. Il y a même une chaîne ici, tous les 17h jusqu'à 22h, ils aboient, ils insultent Jésus-Christ, tout le monde. Mais on ne bouge pas avec ça. Et puis vous avez des évangélistes comme moi. Moi, je suis là comme un évangéliste. Je suis allé dans ma position d'évangéliste. Parce que
J'ai eu le privilège d'être voisin du président Houphouët-Boigny. Et je fréquentais sa famille. Un jour, je partage à table le président. Il me parle et tout. Tous ceux qui ont parlé savent que j'habitais, n'est-ce pas, à la rue du Général Bertrand. Et lui, il était à Masseran. On est voisins. Donc, je suis très intime avec sa famille. J'ai appris une leçon de cet homme de l'histoire. Il me dit, si une goutte d'eau tombe sur une pierre, même si c'est du granit, ça prendra du temps, mais ça fera le trou sur la pierre. Dites la vérité, rien que la vérité vous affranchira un jour. Et vous, ça ne veut pas dire vous physiquement, les générations. Parce que la vie, c'est comme l'épine de blé. Quand ça pourrit, c'est là que ça sort. C'est ça la force de la vie. Et il m'a dit une autre chose. S'il veut prendre un objet qui a un obstacle, il préfère faire 1000 km contourner, prendre par derrière, que d'affronter un obstacle qui peut le faire mourir. Que les gens apprennent la patience et qu'ils s'inscrivent dans le travail, la durée, pour pouvoir réaliser le bonheur de ce pays. Pourquoi vous mettez 2035? Vous me prenez vraiment pour un mougou. C'est-à-dire que... Non. Votre question est pertinente, mais j'ai l'impression que vous pensez que l'espérance veut dire... l'optimisme veut dire la naïveté. Non, parce que il ne faut pas qu'il y ait de malcompréhension, de malentendu. Mon optimisme est dû au fait que je crois en l'homme et l'homme, par définition, est appelé à évoluer. Nous croyons que nous sommes au stade de l'évolution ultime de l'homme. Ce n'est pas vrai. Nous sommes encore en état d'enfance, voire d'obscurantisme, dans des domaines que nous avons abordés, tels que par exemple les libertés. Ça fait partie c'est fini l'époque de Robinson Crusoe. Même lui, à un moment, il a fallu qu'il se socialise avec son chien vendredi pour être à l'aise dans son île. Donc l'homme n'est pas encore dans un état d'ultime développement, c'est faux. Je suis né dans ce monde, sur cette planète, qui n'avait que 2 500 000 habitants, 2 500 000 habitants. On a atteint les 7 milliards et on va être 10 milliards en 2050. Bon, ça veut dire que le monde est en développement. Je suis né là où vous êtes ici. C'était la forêt après qu'on ait démoli la maison de mon père à cause de l'UPC en Commando. Je cohabitais ici avec les singes et tout. Dites-moi, si vous trouvez même une sauterelle, c'est que vous avez la chance. Et les gens ne savent pas que les sauterelles, c'est une indication de la vie. Si vous n'avez même pas vu un cafard ou un ver de terre, c'est que la terre est en train de s'assécher. Elle détruit les autres habitants quand vous croyez que vous êtes survivant, mais votre tour va arriver. Vous comprenez? Donc moi, je suis optimiste et je me bats, c'est pour ça que je suis par exemple écologiste. Mes amitiés dans l'espace public, ce ne sont pas tous les incantateurs aboyeurs politiques. Hein. J'ai le Didier Inkwa, je cite son nom, un garçon bazou. Il aime la nature, il se bat tous les jours à Douala pour que les ordures n'entrent pas partout, qu'on laisse les rivières couler, qu'on fasse... Ça, c'est pour moi l'avenir. Et c'est ça. Et donc, c'est cette espérance qui me fait être optimiste, parce qu'il n'y a pas un autre mot en français. Mais je sais aussi que l'optimisme est fondé non seulement sur le cœur, mais la raison, que c'est le sens de l'histoire. Il ne peut pas avoir une défaite de l'optimisme face au pessimisme. Ce serait le suicide de l'humanité. Vous comprenez? L'optimisme va l'emporter sur le pessimisme. Le pessimisme, c'est la négation de la vie. La vie, par définition, est dynamique. Et le pessimisme est statique. Hein? Et ce qui fait bouger quelque chose, c'est la locomotive. Ce ne sont pas les choses statiques. Donc moi, je crois que parce que je suis un chrétien, je crois que notre avenir est bien et que quand les hommes auront fini de faire tous les désordres, Jésus qui viendra nous sauver.